Chers amis royalistes, bonjour, bonsoir, peu importe. C'est le capitaine de Louvry, j'espère que vous vous portez bien, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Le temps court très vite et la motivation n'est pas toujours au rendez-vous, mais comme je vous l'avais promis, aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo expliquant un petit peu pourquoi je suis royaliste, quelles sont les raisons qui me poussent à être royaliste vraiment. Et donc je vais vous expliquer ça un petit peu rapidement, en revenant sur différents points, différents arguments. La liste n'est pas exhaustive, hein, elle reflète mes propres goûts, mes goûts, plutôt mes propres aspirations. Et et il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés. Donc, donc voilà, après vous pourrez aussi ajouter les vôtres, mais ça fait déjà un bon panel, j'ai écrit pas mal de choses, donc je vous laisse avec tout ça. Alors la première raison, pour moi, enfin la première raison, disons que je vais commencer avec cette raison-là, c'est la raison symbolique. En effet, le roi incarne la nation. Un président de la République ne peut pas incarner la nation. Il n'en a pas la légitimité historique. Déjà, il ne représente pas tous les Français, parce que tous les Français n'ont pas voté pour le président de la République. Donc ça, c'est pas vrai, il ne peut pas représenter tous les Français. Néanmoins, il n'en a pas la légitimité historique, il n'a pas l'appui historique. Alors à la limite, on pourrait dire, s'il n'a pas l'appui historique, il pourrait en avoir la valeur personnelle. Comme, je pourrais vous donner un exemple, le général de Gaulle, pour certains, il avait la valeur personnelle pour pouvoir incarner la nation à un moment donné de l'histoire. Donc la valeur personnelle, ça suppose la participation à de grands événements en ayant eu un poids décisif et une influence positive sur le déroulé et la fin de l'événement, comment dire, l'issue de l'événement. Le roi, lui, n'est pas un représentant temporaire. Il incarne dans sa chair la nation. En fait, il est un principe immuable. Et c'est pas le cas d'un président. Sa lignée historique lui procure un enracinement, un héritage, un ancrage dans l'histoire. Vraiment une légitimité par le sang, par le passé, que ne peut pas avoir un représentant politique qui reste en place 5 ans, 10 ans au mieux, 10 ans s'il est réélu. Le roi représente ainsi le pilier autour duquel peut tourner la nation. Même en cas de questionnement, en cas de désarroi. C'est un repère familier et réconfortant d'une expression de la nation qui perdure. Je dirais que le roi est l'expression biologique de l'existence du peuple français. Issu de ce dernier et porté par l'histoire, il a vocation à représenter les vivants et les morts, et même la génération future, la mémoire collective. Aussi l'unité dans la diversité des régions et des provinces. Le roi n'est pas roi que d'un peuple, il est aussi le roi d'une terre. Il est le roi des rivières et des forêts, des lacs et des montagnes, des plaines et des villes. Il possède symboliquement tout ça. En contrepartie, et c'est là son sacrifice, selon moi, il ne se possède pas entièrement lui-même. C'est le peuple qui possède son roi. Il est la possession du peuple. Il doit vivre pour la France. C'est sa mission. Et il n'a pas le choix. Il naît littéralement avec ça. Et c'est ce qui lui procure sa légitimité. Il n'a pas cherché à être roi. Il l'est. Point. Et donc toute sa vie, il doit vivre pour la France. Pas juste 5 ans, pas juste le temps d'une mission. C'est toute sa vie. C'est sa raison d'être. Le roi est aussi le symbole, le représentant des familles, puisque la nation est constituée d'un ensemble de familles, dont la tête est la famille royale. Et le roi a forcément une famille, puisqu'il provient d'une dynastie,
Et il a pour objectif de faire perdurer sa dynastie. Donc il a des enfants, il a forcément une famille. Et s'il n'en a pas, eh bien, ça passe à une autre branche. Mais ça fait quand même partie de sa famille. On n'est plus à une certaine époque où une maladie pouvait éradiquer toute une famille, y compris royale, et ne laisser plus aucun descendant, ou juste un ou deux qui pouvaient mourir d'accident ou autre. Le roi étant attaché à son pays, en étant l'incarnation, ce que nous avons démontré tout à l'heure, il est donc le membre du corps social qui a un intérêt direct à le défendre. Si le pays n'existe pas, si la France n'existe plus, le roi de France n'existe plus, il n'a plus de raison d'être. Sa condition pour être roi, c'est que la nation existe. Et donc il aura tout intérêt à faire perdurer cette nation. Ainsi, si nous ne voulons pas que la France disparaisse, dans ce gloubi-boulga mondialiste, le meilleur garde-fou que nous puissions avoir, que nous puissions mettre, c'est le roi. Je veux dire par là en dernier ressort. Si, mettons, nous sommes vaincus, que le mondialisme prend le pas sur tout le reste, eh bien rien que le fait d'avoir encore le roi de France, rien que dans le nom France, roi de France, eh bien la France existe encore. Même si, mettons, nous sommes dans un gouvernement mondial ou je ne sais quoi, le fait d'avoir un roi de France, le nom existe encore, l'idée existe encore, et donc il peut y avoir un espoir de renaissance, dans le pire des cas. Ce serait donc un pouvoir au visage humain qui nous ressemble et nous rassemble. Le roi a cette capacité de rassembler parce qu'il se situe au-dessus des partis. Les partis qui se font continuellement la guerre, les partis qui se divisent, qui ont des idées qui divisent, comme des équipes de foot. Chacun s'approprie les idées, les met dans son corpus idéologique, et par idéologie, il va s'acharner sur juste ce plan des idées, en excluant les autres. Je grossis le trait, mais c'est ça. Il n'y a aucune diversité d'opinion qui est tolérée. Au sein d'un parti, il faut suivre la ligne idéologique du parti. Si on s'en écarte un tant soit peu, on est mis au banc, parce que on devient une menace pour la cohérence, l'intégrité, la cohésion du parti, tout simplement parce qu'il y a des échéances électorales, et qu'il faut montrer une unité. Et donc ce parti va arriver au pouvoir, il va élire son représentant qu'on va élire, nous, enfin ceux qui l'élisent, et c'est ce représentant de ce parti avec ce corpus idéologique qui va nous diriger et qui va avoir, dans la grande majorité des cas, on peut le dire, une majorité, en mécontentant de la moitié à 2/3 des Français, ce qui conduit à une guéguerre permanente politique en France. Fort heureusement, dans l'optique d'une institution monarchique, le roi est au-dessus de tout ça, le roi est au-dessus des partis, il est l'arbitre. Il arbitre tous ces conflits. Si dans un avenir monarchique nous devions garder les partis, ils auraient plutôt un rôle de conseil pour le débat démocratique. Je vous renvoie aux vidéos de Sacre TV qui ont imaginé des institutions monarchiques que je trouve très pertinentes, très intéressantes. Du coup, libéré des idéologies diverses, des partis ou autres, le roi serait plus libre et il serait de facto plus pragmatique. Alors est-ce que le roi pourrait être incorruptible? Je dirais que non, faut pas se leurrer. Tout homme est corruptible. Le simple fait d'être un homme est corruptible, le roi est un homme, donc il est corruptible. Mais il serait moins corruptible, il y aurait moins de risques qu'il le soit. Pourquoi? Eh bien, déjà, une première raison, c'est qu'il est non élu. Donc il ne dépend pas de l'argent de quiconque pour sa campagne politique ou autre. Il est désigné par les lois fondamentales du royaume. Donc à ce moment-là, il n'a pas besoin de remercier des gens qui l'auraient financé, par exemple. Qu'est-ce qui rend l'homme corruptible? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que l'homme est si corruptible, notamment l'homme de pouvoir? Il y a un sentiment naturel là-dedans déjà. Il y a la peur de manquer. Hein, on est soumis à des impératifs de calories. Hein. Il faut se nourrir, il faut avoir des
des possessions qui nous permettent de nous rassurer. Voilà, c'est quelque chose de très humain, c'est un ressort psychologique qui est compréhensible. Derrière, c'est la peur de la mort, hein. C'est pas pouvoir apporter suffisamment de ressources à son corps pour vivre correctement et au final mourir. Psychologiquement, c'est ça, la peur de manquer. Il y a également l'envie de se hisser au niveau de ses pairs, des gens qui nous entourent, qui ont un certain niveau de vie. S'ils ont un niveau de vie supérieur au nôtre, des amis, on aura naturellement envie d'avoir ce niveau de vie-là pour les suivre, pour pouvoir être plus proche d'eux ou simplement pour ne pas se sentir inférieur. Ça, c'est très important aussi. Et l'envie de confort et d'influence, etc. Évidemment, le roi n'aura pas peur de manquer de quoi que ce soit, à moins que la France manque de quelque chose. Mais dans ce cas, de toute façon, il va se battre pour qu'elle ne manque de rien. Et l'envie de confort et d'influence, le fait d'être roi, bon, le confort déjà il peut l'avoir facilement, et l'influence il l'a de facto, pareil, très influent, plus influent qu'un humoriste ou qu'un chanteur ou quoi que ce soit, et pourtant il y en a qui sont très influents. Imaginez la parole du roi. On a beau dire les Anglais, bon, quand la reine d'Angleterre s'exprime, elle a beau techniquement n'avoir aucun pouvoir, ça a un poids quand même. Là on l'a vu avec le coronavirus, quand elle s'exprime, ça a un poids politique très important. C'est pas rien. Le roi, au contraire d'un président de la République, a une responsabilité plus grande devant l'histoire. Du simple fait qu'il est attaché à cette histoire. On va se souvenir beaucoup plus des erreurs d'un roi que des erreurs d'un président qui aura été oublié par le président suivant, qui lui-même aura été oublié par le président ou la présidente suivante, etc., etc. Le roi, lui, c'est plusieurs générations qui vont se rappeler de lui. Euh, les, les petits-enfants qui naissent, le roi, mettons, il a 40 ans, il sera connu de ces enfants-là, mais il sera connu aussi des gens de sa génération, il sera connu aussi des gens de 60-70 ans, la génération précédente. Donc il va influencer sur 3 générations minimum. Donc il a déjà ce poids devant l'histoire des personnes vivantes, mais il a également un poids moral devant l'histoire, donc les morts et l'histoire future. Donc c'est une pression plus grande qu'un président de la République. D'autant plus si, comme on l'imagine dans des institutions monarchiques, il aurait quelques pouvoirs. Il aurait même un certain nombre de pouvoirs. Parce que c'est comme ça qu'on le conçoit. Nous, les royalistes modernes, on va dire, qui ne sont pas forcément des royalistes plébiscitant une monarchie parlementaire à l'anglaise, donc avec juste un pouvoir représentatif et symbolique, ce qui serait déjà mieux que rien, évidemment. Mais nous, on en veut plus quand même. Je vous le dis, les institutions telles que décrites, telles que proposées par exemple le Sacre TV, me paraissent tout à fait intéressantes. Après, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais c'est une base sur laquelle on peut travailler. Et aussi le roi, donc pour finir, il est parfait en diplomatie. À partir du moment où on a au moins une génération d'avance. Le dauphin, il va être éduqué pour être roi. Ça va être son job, ça va être son boulot. Donc il va vraiment être éduqué pour être roi. Il va apprendre tout de suite les règles de la diplomatie, les règles de la géopolitique actuelle, etc. Donc il sera le mieux placé pour représenter la France à l'international. Bien mieux qu'un président qui essaiera d'apprendre comme il peut, qu'un premier ministre ou n'importe quel ministre. Et il aura cette aura, une aura qu'un président de la République ne peut pas avoir. Hormis quelques exceptions, comme je vous disais, éventuellement le général de Gaulle. Euh, oui, bah oui, dans l'histoire contemporaine en France, on peut citer que lui. On peut vraiment citer que lui. Qui aurait pu ramener la monarchie d'ailleurs, il y a songé. Voilà, c'est les quelques raisons que je vous expose. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une liste exhaustive.
Il y a certainement encore d'autres raisons qui peuvent venir. Je pense à une dernière chose, une raison plus poétique, on va dire, euh, qui vient certainement des contes de l'enfance, pardon, des histoires de châteaux et de rois, de princesses, de retour du roi légitime qui vient remplacer l'usurpateur. On a beaucoup de choses comme ça. Le retour de l'ordre, du bien. Et il y a peut-être cette idée aussi poétique qui n'est pas pour rien subjectivement, sentimentalement dans l'espoir d'un roi, dans cette image. Puis, il faut bien l'avouer, quoi. Royaume de France, ça pète plus que République française. Enfin, franchement, franchement. Un roi, c'est... Voilà, ça pète un roi, voilà. Hein, pas dans le sens, une monarchie, ça en jette. Voilà, c'est pas... Ça me paraît assez évident. Pour toutes ces raisons, je suis royaliste, tout simplement. Puis il y en a certainement d'autres. Voilà, on va terminer sur un autre point, très rapide. Donc avec le cercle rouennais, on compte mettre au point, on va essayer de faire une sorte de podcast radio, podcast, une capsule audio, on va dire, pour remplacer le terme anglais, donc pour réagir sur l'actualité, ou peut-être même plus précisément sur l'actualité normande, et mettre ça sur la chaîne YouTube. Donc je ne serai pas tout seul, il y aura des intervenants, et ça peut être intéressant. Donc je vous invite à rester à l'écoute de tout ça, si ça vous intéresse. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine, portez-vous bien, et comme dirait le cercle Richelieu, soyez royalistes. C'était Capitaine de Louvry. Salut.